Voici l'audition de la Cour supérieure concernant mon dossier, à savoir les juges de la Cour du Québec sont illégaux dans leur juridiction, ainsi que l'Assemblée nationale est inconstitutionnelle et même anticonstitutionnelle. Donc, on va débuter immédiatement en avançant. Et je vous jure que l'enregistrement audio, le piquage audio n'est pas évident là-dessus. C'est pas complet là, pour le moment. Je pense qu'à ce moment-là, avant de fixer une date devant un collègue qui siège en matière criminelle, il faudrait que le dossier soit complet. Je le pense. Donc, il va falloir que vous envoyiez vos avis. C'est des avis de 30 jours. Oui. En vertu de 95 du Code de procédure civile. Oui. Et aussi en vertu de l'article 34 du Code de procédure pénale. Non, mais c'est prévu dans le Code de procédure civile, par exemple. Oui, Code de procédure civile. Sûrement, mais on est en pénal. Et j'ai pas d'objection à le faire, sauf que dans l'avis d'appel, on nous demande de déclarer tous les moyens. Alors, tous les moyens sont déclarés. C'est la même chose qui serait fait au niveau d'un avis sous 95. Mais vous devez le faire. J'ai pas de problème à le faire, ça va être fait. Bon. Donc, ce que je suggère, c'est à ce moment-là de refixer ça pro forma à une date pour vérifier qu'effectivement les avis ont bien été envoyés. Oui. Puis de toute façon, si le procureur général du Québec ou le procureur général du Canada veut intervenir, ça ne donne rien de fixer des dates, parce qu'on ne sait pas si... Mais moi, quand je vous parle de date, Mme la juge, pour vous rassurer, je ne parlais pas d'une date procédée, là. Je parlais d'une date de gestion d'instance. Oui. Donc, on peut arriver au même résultat avec la méthode que vous proposez. C'est évident qu'à la prochaine date, minimalement, il doit y avoir eu dépôt, signification et dépôt des avis aux autorités concernées, PG Québec, PG Canada, copie à nous. Et par le fait même également, je pense que pour ne pas perdre de temps, il serait sage si on pouvait obtenir la transcription là, de ce qui s'est passé en première instance. D'ailleurs, votre collègue, la juge Beauchamp, est saisie ce matin de la suite des procédures au niveau d'imposition de la peine. Et elle entend procéder ce matin sur l'imposition de la peine à M. Normandin. Donc, lorsque cela aura été rendu, il y aurait lieu également de demander la transcription de ça. Bon. Je ne la demanderai pas tant qu'elle n'aura pas prononcé la peine, on se comprend? Oui. Mais je vais ordonner la transcription des notes sténographiques du jugement rendu le 24 avril 2014 et de tout ce qui y est relatif. Oui. Parce qu'il y a dû avoir des choses qui ont été faites. Il y a eu audition Donc, incluant jugement et audition. Pas qu'il y ait de problème là-dessus. Ensuite de ça, vous voulez avoir une date pro forma? Oui. Madame l'huissier, auriez-vous l'amabilité de demander à ma secrétaire de me donner la cédule des juges d'ici pour les mois de juillet et août, que je puisse voir qui siège et quand? Comme ça va me donner l'opportunité de vous donner le nom d'une date qui va vous convenir et devant lequel j'ai un de mes collègues qui fait du droit criminel. Madame la juge, il n'y avait pas de conclusion dans l'appel pour suspendre. Cependant, il y avait la conclusion de faire toute déclaration de manière à ce que soient respectées les dispositions de la Constitution du Canada et prendre toute mesure afin de préserver le droit des parties. Notre prétention est à l'effet que la juge... Là, est-ce que vous plaidez sur la requête de prorogation de délai? Je suis en train de vous demander de suspendre les différentes procédures qui sont en cours du Québec. Et je vais vous dire le fondement de ça, Madame la juge. C'est que la juge de la Cour du Québec a agi comme Cour des poursuites sommaires. La définition de Cour des poursuites sommaires réfère à Cour provinciale. Et puis la Cour provinciale, c'est une cour qui est instituée en vertu d'une loi de la législature de la province de Québec. Or,
notre prétention est à l'effet que la loi sur la Cour du Québec a été instituée en 1988 par le Parlement du Québec, qui n'était pas la législature de la province du Québec. Et dans l'avis d'appel, je vous ai mentionné quelques petits éléments que j'aimerais que vous regardiez, si vous permettez. Entre autres, sur ce qui instituait la loi sur l'Assemblée nationale, qui nous dit « L'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. » Alors, si on assume les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec, c'est qu'on n'est pas la législature du Québec. De toute façon, ça n'a jamais été plaidé de cette façon-là. Et si vous regardez la législature du Québec, on fait référence à quoi? On fait référence à la loi sur le Conseil législatif, qui était la législature du Québec, qui comprenait les deux chambres antérieurement. Et pour vous exprimer un peu ce qu'il en est, regardez, Madame la juge. L'article 71 de la loi constitutionnelle de 1867, il existe toujours. Puis elle a toujours continué d'exister, hein, depuis 82 et même depuis 1867. Puis il y avait deux chambres. Il y avait l'Assemblée législative, puis il y avait le Conseil législatif. Et avec la loi sur le Conseil législatif, il y a une loi provinciale. Ça ne changeait pas ce qu'il y avait en Angleterre, mais il y avait une loi qui permettait à l'Assemblée législative de se prononcer pour le Conseil législatif. Alors, c'est ce que vous avez à l'article 90 et 91. L'article 91 de la loi nous dit « Chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis ou son consentement, ou qu'un rapport, un message ou toute autre chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec. » Alors, la technique est toujours la même, sauf qu'en 87, on a coupé, parce qu'on a abrogé cet article-là de 91, ce qui fait que maintenant, depuis 1987, l'Assemblée nationale du Québec peut bien se dire héritier, si on veut, de l'Assemblée législative, mais elle ne peut pas parler au niveau du Conseil législatif, qui existe toujours et qui n'a pas été modifié. Et c'était tellement vrai que le traité de Westminster, dans son article 7, disait qu'on ne pouvait pas toucher aux dispositions de la loi constitutionnelle de 1867. À aucun des ordres. Alors, j'ai le texte ici, je pourrais vous le mentionner, je peux vous le dire. Non, écoutez, là, je suis familière avec ça. Mais ça vient faire quoi dans mon débat, là? Mais ça vient faire que la Cour du Québec n'est pas la législature, n'est pas instituée par la législature de la province de Québec. Et puis, en conséquence, elle ne peut pas être une cour des poursuites sommaires. Et, ça, vous le plaiderez au fond. Ça va être sûrement fascinant à entendre, mais c'est au fond, ça, là. C'est au fond, mais c'est aussi maintenant, parce qu'on vous demande maintenant de suspendre les procédures qui ont été octroyées par une cour qui n'avait pas compétence. Et si vous prenez 5 minutes seulement pour regarder les différents éléments, vous allez voir que il y a c'est clair, seulement dans les textes, c'est clair que la Cour du Québec est instituée par le Parlement du Québec, qui est constitué d'une chambre, et puis que la loi constitutionnelle de 1867, à son article 71, dit qu'il y a toujours deux chambres. Et vous savez bien que la loi provinciale ne pouvait pas changer ce qu'il y avait à Westminster. Et lorsqu'il s'était rapatrié le 17 avril 82, la différence qu'on voit entre l'original de la loi constitutionnelle de 67 et la réalité qui existait dans la province de Québec, où il y avait seulement une chambre, mais cette différence-là, ça montre tout ce que le Parlement, l'Assemblée nationale du Québec ne pouvait pas faire. Alors, je pense que c'est des éléments importants. Et si vous voulez plus d'élaboration, ça me fera plaisir. Cependant,
étant donné que la Constitution, c'est quand même là, qui vous gouverne, et puis que l'Assemblée nationale a été faite le 18 décembre 1982, après que la Constitution ait été rapatriée. Alors, elle ne pouvait pas se faire. Si elle s'est faite, c'est parce qu'il y a eu un arrangement administratif qui a continué et qui s'est continué jusqu'à maintenant. Mais on a donc changé, on a modifié la Constitution sans la changer vraiment selon la procédure qui était établie. Alors, ça m'apparaît quelque chose d'important. Et puis vous, comme juge de la Cour supérieure, c'est important de prendre connaissance de ça. Je comprends que vous n'avez pas été informé de ça, parce que l'école du barreau n'en parle pas, que le barreau n'en parle pas, parce qu'on ne voit pas les différentes étapes qu'il y a eu dans la législation. Mais maintenant que vous êtes juge, vous avez l'autorité pour faire, et que vous êtes un juge de la Cour supérieure, vous devez regarder ces éléments-là et puis les déterminer. Alors là, ce que je demande, c'est que M. Normandin ne soit pas soumis à une cour qui est inconstitutionnelle. Et c'est plus que ça, madame. Je vous répète, mais ça va être sûrement fascinant au fond. Mais moi, là, je suis sur la question de suspendre les procédures devant la Cour du Québec. Permettez-vous, madame la juge, mais ce que je vous dis, c'est que... Seconde. Oui. Seconde. Je vais vous permettre de reparler maintenant. Plus mon collègue explique son point, plus on voit l'importance des avis au procureur ça, c'est essentiel. général. Oui, ça, je n'avais pas besoin de me convaincre de ça. Moi, ce que je vais vous demander, c'est que si c'est toujours son intention de plaider ça au fond, c'est qu'il soit ordonné la production de ces avis-là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, sur la question de demande de suspension là, des procédures en première instance, je ne vois pas par quelle subtilité juridique mon collègue peut vous demander ça. La juge Beauchesne, elle est dûment nommée en vertu de la loi sur la Cour du Québec. Elle est autorisée à agir en vertu des dispositions du Code criminel. Elle est un juge de la Cour des poursuites sommaires pour l'instance qui est en première instance devant elle. Je ne vois pas par quelle subtilité la Cour supérieure peut arriver ce matin et dire on va suspendre les procédures, on va suspendre le prononcé de la peine. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Et de toute façon, elle a été claire tantôt. Mon collègue a présenté les mêmes arguments devant elle. Elle a eu la même réception que moi j'ai face à ça. Elle lui a parlé d'avis 95. Elle a dit qu'elle entendait disposer du dossier ce matin et imposer la peine. Si jamais... il rend l'appel. Il rend l'appel de la peine, il joindra l'appel sur le verdict et l'appel sur la peine. On a deux dans un. Avez-vous quelque chose à rajouter? Parce que je vous dis, vos arguments sont absolument fascinants. Oui, mais au fond... Non, mais écoutez, c'est très intéressant, là. Mais c'est très intéressant, mais ça devrait empêcher, en m'entendant 5 minutes, ça devrait empêcher M. Normandin d'être condamné, d'avoir une sentence, de devoir l'exécuter. Ben, il est condamné. Il est déjà condamné. Et par la suite, on va dire, ben, écoutez, c'est réalisé, il n'y a plus d'objet, alors il a pas de rapport d'impôt, il a payé des sommes. Avec beaucoup de respect, là, c'est pour ça que ça existe, les avis d'appel. C'est pas, premièrement, M. Normandin, il est déjà condamné. Vous avez fait un avis d'appel là-dessus. Puis, écoutez, on voit assez comment la Cour d'appel intervient pour casser des verdicts et des sentences, puis retourner le dossier en première instance pour voir que c'est pas parce qu'il y a un jugement que ça va demeurer tel. Bon. Au niveau de la suspension des procédures devant la Cour du Québec, je ne vois pas à ce stade-ci de juridiction qui pourrait être accordée pour ce faire. Donc, n'ayant pas compétence, j'estime à ce stade-ci les procédures. Je ne vous dis pas qu'au fond, ça... Je vous dis, c'est probablement pas moi, mais quand même, je trouve ça fascinant. Bon. Donc, je ne suspendrai pas les procédures en Cour du Québec. Elles vont se continuer. Puis, vous ferez votre avis d'appel. Puis, quand vous ferez votre avis d'appel, la première date que vous allez venir devant un juge pour démontrer que vous avez effectivement envoyé vos avis en vertu de 95, bien, vous ferez joindre les deux dossiers pour que les deux dossiers procèdent en même temps, c'est-à-dire l'avis d'appel sur le verdict, puis l'avis d'appel, ça s'entend.
Il n'y a pas de problème là-dessus, ça se fait couramment. Même moi, je fais ça, même si je ne fais pas de criminel. Bon. Donc, voyez-vous... il y aurait, oui... Là, vous avez 30 jours, donc il faut que ça soit au minimum à la mi-juillet, quand je vous dis au minimum, parce qu'il faut que je vous laisse le temps aussi de rédiger. Il y aurait le... Je vous offre soit le 6 août, ou le 20 août, ou le 27 août. Je vous dis que le 20 août et le 27 août, surtout le 27, vous avez le juge tardif qui est extrêmement spécialisé en droit criminel. Le 20, vous avez le juge Dumas qui en fait lui aussi. Puis là aussi, c'est le 13? Non, oui, c'est le 13. Veuillez m'excuser. Donc, j'ai le... Oui, plutôt qu'oublier le 6, là, j'ai le 13 qui est devant le juge Dumas, le 20 qui est devant le juge Dumas, puis le 27 août qui est devant le juge tardif. Les 2 premières semaines du mois d'août, Mme la juge, je suis en vacances. Bon, bien, ça vient de régler le cas. Donc, il reste le 20-27. Est-ce que vous êtes en vacances? Le 27, ça sera parfait. Le 27, ça vous convient? 27. Ça va être devant le juge. Mais comme je vous dis, là, c'est pro forma. Oui. Ça va être pour nettoyer le débat, faire une gestion de l'instance, si je puis me permettre, en matière criminelle. Oui. Ça va? Pardon, madame? Non. Ah, j'ai pas le droit de me prononcer. Non, c'est votre avocat qui parle pour vous aujourd'hui. OK, c'est bon. Donc, il n'y a pas autre chose. Donc, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Non? Je vous remercie infiniment. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, Mme la juge. Et puis, le 27 août devant le juge tardif. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez comprendre comme moi que le procureur du ministère du Revenu du Québec, du Canada, c'est-à-dire Maître Guy Fontaine, a tout simplement escamoté, si on veut, toutes sortes de scénarios. Ils ont utilisé tout simplement des procédures illégales, anticonstitutionnelles à la Cour du Québec pour rendre jugement contre moi. Il y a eu un jugement ex parte. Je n'ai pas pu me présenter à la Cour parce qu'eux n'ont pas voulu respecter la décision du très honorable juge François Godbout de la Cour du Québec reconnaissant mon identité d'être humain. Jacques-Joseph Pierre-Antoine, alias Jacques-Antoine, versus Jacques Normandin, la personne physique que je représente. Donc, c'est certain qu'à partir de là, ils peuvent tout simplement poser n'importe quel geste contre moi. Ces gens-là, il n'y a pas de juridiction en Cour du Québec. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a aucune juridiction légale et constitutionnelle à la Cour du Québec, puisque la Cour du Québec a été fondée en 1988 par le Parlement de la législature unicamérale du Québec. C'est tout simplement ça. Donc, par la législature unicamérale du Québec. Une seule chambre législative. Ils ont enlevé les pouvoirs du gouverneur. Et là, à partir de là, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le procureur général du Québec et c'est le procureur général du Canada qui sont, et ne représentent pas, ils sont Sa Majesté la Reine chef du Canada pour le procureur général du Canada et Sa Majesté le chef du Québec pour le procureur général du Québec. Et c'est ces gens-là qui vont tout simplement décider s'ils peuvent être jugés contre leur inconstitutionnalité, contre leur délinquance administrative judiciaire, tant au Parlement du Canada qu'à la législature, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale du Québec. Il n'y a même pas une législature, mais tout simplement un conseil d'administration privé, sans constitution, sans loi. Ces gens-là utilisent l'expression « province de Québec » dans toutes les procédures judiciaires, alors que le Québec est un pays, c'est un État en vertu de la loi E20.2, des lois de l'an 2000, de la loi de l'an 2000 du Québec. C'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Un État, c'est un pays, ce n'est pas une province. Sauf que ces gens-là sont tellement hypocrites, ces gens-là sont tout simplement
pourries ou corrompues, même pas corrompues, elles sont polluées dans leur façon d'agir et ils rendent stérile tout ce qui bouge autour d'eux en matière de droit. Écoutez, il y a plus de la moitié des détenus incarcérés qui n'ont jamais commis aucun crime de violence ou quoi que ce soit. Ils sont pénalisés en vertu des lois qu'ils ont enfreintes, alors que la législature du Québec ainsi que les tribunaux judiciaires du Québec enfreignent continuellement les lois, le code criminel. Et je peux vous dire que Maître Guy Fontaine ainsi que la juge Julie Beauchesne, c'est-à-dire la juge Julie Beauchesne dans mon dossier, a enfreint l'article 15 du Code criminel qui dit qu'elle n'a pas le droit de rendre jugement si elle occupe un pouvoir souverain tout simplement de facto, de fait, qui est complètement illégal et anticonstitutionnel. Et ce pouvoir de facto-là doit être soulevé publiquement. Et vous avez entendu mon avocat quand même qui a quand même fait une plaidoirie sur 2 événements sommaires qui seront discutés au fond au mois d'août, à la fin d'août, dont l'inconstitutionnalité et l'illégalité de la Cour du Québec, ainsi que l'inconstitutionnalité et l'illégalité de l'Assemblée nationale du Québec. Croyez-vous, entre vous et moi, que Sa Majesté le chef du Canada, qui est le procureur général du Canada, et Sa Majesté le chef du Québec, qui est le procureur général du Québec, vont accepter de débattre de l'avis d'intention selon l'article 95, jumelé à l'article 34 du Code de procédure pénale, qui permet tout simplement d'aller devant les tribunaux pour débattre des questions constitutionnelles alors qu'il n'y a pas de constitution au Québec? Étant donné qu'il n'y a pas de constitution au Québec, c'est évident que ces procureurs-là n'ont pas intérêt à permettre à mon avocat de débattre de leur inconstitutionnalité, de leur illégalité. Et moi, ben, c'est certain que je peux être privé de ma liberté et je peux être emprisonné pour le restant de mes jours, peut-être, je ne sais pas. Tout dépendant comment crapules ils sont, ces gens-là, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un comme moi qui, éventuellement, puisse sortir de nulle part ici au Québec pour me venir en aide. Sinon, écoutez, vous faites affaire à des crapules de l'administration de la justice qui portent des toges et qui sont souverains. Il n'y a pas personne qui peut juger un juge ou qui que ce soit. Il n'y a pas personne qui peut juger un juge ou qui que ce soit. Donc, automatiquement, écoutez, il faut quand même comprendre une chose, c'est que je me suis fait tromper maintes et maintes fois. Et j'ai l'impression que c'est pas terminé la chose, c'est loin d'être terminé. Et éventuellement, il va falloir que ces gens-là s'engagent à dire la vérité et à répondre de leurs infractions devant le peuple canadien, devant le peuple québécois. Donc, vous avez écouté Mme Suzanne Miro, qui est la juge de la Cour supérieure dans ce dossier-là. Elle trouve fascinant ce qui peut être débattu, mais c'est pas elle qui va décider, c'est son boss. Alors que si le gouverneur général n'avait pas été dévolu au premier ministre et au procureur général du Canada, son boss, ça serait la reine, et la reine serait du côté de ses sujets, pas du côté du premier ministre et surtout pas du côté du procureur général du Canada. Et c'est de même aussi pour le premier ministre du Québec et le procureur général du Québec qui représente Sa Majesté le chef du Québec, qui représente la reine du Québec, contre Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Québec et contre Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada, qu'on appelle Son Excellence Sa Majesté Élisabeth II. Donc, on se laisse là-dessus. Je vais mettre ce fameux document public et je vous invite à y répondre le plus rapidement possible. Mon nom, Jacques-Antoine, le représentant autorisé de Normandin. Mon numéro de téléphone, c'est dans le 438-390-6246. Et mon courriel, c'est Jacques-Antoine Normandin17. N'oubliez pas d'écrire Jacques avec un C. J-A-C-Q-U-E-S. Antoine Normandin 17 @gmail.com. Merci, bonne journée, à la prochaine.